Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro, boulot, dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre mon indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes contenus. Je parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel, avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de cette belle, chère et tendre liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que cette liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas d'abord à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en e-learning pour vous permettre d'accélérer votre propre route vers la liberté. Si vous voulez un avant-goût de tout ça, je vous ai même préparé une formation complète de plus d'1h20 totalement gratuite qui s'appelle les 4 piliers de l'indépendance financière. Cette formation, je l'ai pensée vraiment comme une formation que je pourrais vendre. C'est du sérieux, elle a déjà été téléchargée plus de 1000 fois et j'ai eu des super retours. Cette formation, elle réunit et elle explique tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore pour vivre cette belle liberté au quotidien. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode et je vous propose de commencer comme je le fais tous les 15 jours, on ne va pas déroger à la règle, en remerciant tous les gens qui m'ont écrit sur YouTube suite au podcast de la dernière quinzaine. Un grand merci à Ben, Olive, Mireille, Marion, Evra, Charles, Clément, Aurore, Mehdi, Clément et Albumine. Merci à vous tous, c'était un podcast qui était important pour moi puisque je recevais Hello juste à côté dans ce studio. Hello qui est ma compagne. On va revenir sur ce podcast ensemble tout à l'heure. Mais merci à vous tous. Merci à tous ceux aussi qui ont partagé en story. Là, je lis à chaque fois que les gens qui commentent sur YouTube. Mais vous êtes hyper nombreux à avoir repartagé en story, à m'avoir envoyé des DM. Donc un grand merci à vous tous. D'ailleurs, sur YouTube, nous sommes 5159. Bon, l'été, c'est pas le plus fou pour YouTube, hein. Moi, j'ai envie de la faire grossir, cette chaîne, qu'elle continue de croître. Mais l'été, c'est pas le plus dingue. La plupart des youtubeurs s'arrêtent. D'ailleurs, peut-être que Une vie de liberté s'arrêtera sur la quinzaine d'août, celle du milieu. Je crois que c'est le podcast du 15 août. Je vais voir cette année si j'arrive à caler les enregistrements de podcasts dans l'emploi du temps, puisque j'ai un gros été. Et ça fait du bien. Je vous le dirai tout à l'heure, mais j'enregistre ce podcast. Je vais juste partir en vacances juste après celui-ci. Mais j'aime bien l'été, justement, faire des épisodes d'Allo Tonton. Ça permet d'avoir moins, forcément pour moi, de sujets à traiter et à passer beaucoup de temps. Je peux répondre aussi plus spontanément. Et c'est aussi un peu l'exercice de ces Allo Tonton, hein. C'est de répondre spontanément. C'est pas de préparer à fond les réponses. C'est que ce soit un peu du spontané. Donc, bien sûr, là, vous allez voir aujourd'hui, je les ai toutes lues avant, j'ai déjà pas mal de choses à vous raconter, mais peut-être qu'on fera du Allo Tonton, peut-être que mes voyages vont m'inspirer des choses, mais je me garde ce joker peut-être de faire comme les youtubeurs maintenant, arrêter de publier des vidéos au mois d'août, on verra. Toujours est-il que nous en sommes à 456 notes sur Apple Podcast, toujours pas de notes en plus cette semaine, Voilà, n'hésitez pas, si vous voulez aller vous abonner à la chaîne YouTube, si ce n'est pas fait, si vous m'écoutez sur les plateformes de podcast, si vous pouvez mettre un commentaire, 5 étoiles, bien entendu. Déconnez pas, sur les applis de podcast, c'est vous aussi qui m'aidez à faire découvrir Une vie de liberté. Et je vous rappelle que si vous voulez rentrer en contact avec moi, me parler, je réponds encore à tout le monde, en tout cas j'essaye. Le plus simple, c'est de le faire sur Instagram, @uneviedeliberté, le compte avec la petite étoile bleue. Et c'est là où c'est le plus facile de me trouver. Et je vous propose qu'on passe sans plus tarder à la rubrique News. La première news la plus cool, c'est que je suis en train d'enregistrer ce podcast et dans 4 heures, je prends la voiture pour monter à Paris puisque je pars en vacances une dizaine de jours à Miami. Et ça me fait vraiment très plaisir. C'est un truc qui est extrêmement cool. J'y suis allé il y a une fois. C'est la première fois que j'allais aux USA en 2013 et j'étais allé à Miami. Et j'y retourne, c'est un concours de circonstances quelque part, mais c'est vraiment exceptionnel. J'ai ma plus grande fille qui va passer 3 semaines aux USA cet été.
Et justement, je l'ai montée à Paris, elle passe 3 semaines en famille d'accueil pour améliorer son anglais. Et j'avais fait un voyage avec elle à Londres il y a 2 ans. Et pareil, un concours de circonstances, j'avais pu partir qu'avec ma plus grande fille. Et du coup, je me retrouvais avec la plus jeune. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Tant qu'on monte à l'aéroport à Charles de Gaulle, autant monter, pour emmener ta sœur, autant monter dans un avion quand même, ça serait dommage. Et en fait, son rêve à ma plus jeune fille, c'était de partir à Miami. Donc, j'ai pris 2 billets et nous partons à Miami 11 ans après mon premier voyage. Ça me fait vraiment très, très plaisir. C'est une destination que j'avais adorée, qui était motivée par tout ce qu'on a pu voir sur les films aux USA. La Floride, c'est vraiment trop cool. Miami, c'est un endroit que j'aime beaucoup. C'est là où vit Booba, le duc de Boulogne. Donc, vraiment trop cool. Venez voir ça en story. Au moment où vous écouterez ce podcast, j'y serai. Donc, si vous avez envie de découvrir ça, je pense que je vais décrocher du téléphone entre nous, mais je l'ai toujours avec moi. Donc, je ferai aussi partager le voyage. Peut-être que je ferai comme au Japon. Je ne vais pas faire de vlog. J'emmène pas de matos de tournage. Peut-être à part juste mon petit micro au cas où je sois inspiré. Le but, c'est vraiment de passer des vacances. Mais voilà, peut-être ramener un ou deux réels, histoire de partager quand même ça avec vous. Moi, je sais que je suis tellement passionné de voyage et tous mes potes qui sont avec moi dans ce domaine de l'indépendance financière et qui aiment le voyage, chaque fois qu'ils partent, qu'ils partagent sur les réseaux, même si moi, je suis resté en France, ça me donne l'impression de voyager aussi un peu. Donc c'est cool. Et je me fais toujours la réflexion, on s'en lasse jamais. Là, j'ai lu un livre qui s'appelle La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Ça m'a même inspiré 2 podcasts des Gentlemen Investisseurs avec Yann où j'ai refait des sujets là-dessus. Et dedans, Morgan Housel dit que le bonheur, c'est la réalité moins les attentes, selon lui. En petite formule mathématique, le bonheur, c'est notre réalité moins nos attentes. J'avais aussi lu que, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, bon, vous le mettrez en commentaire. C'est l'astuce du mec pour avoir des commentaires. J'avais lu que le bonheur, c'est continuer à désirer ce qu'on possède déjà. Et en fait, je me rends compte, moi, que cette liberté, je l'ai déjà et je continue à chaque fois à la désirer, à m'en émerveiller. Et je trouve que c'est complètement fou voilà, de monter à Paris pour emmener ma fille, prendre l'avion pour passer déjà 3 semaines en famille d'accueil pour améliorer son anglais. Je trouve déjà que ça, c'est incroyable de pouvoir permettre à son enfant de faire ça. Mais derrière, soi-même, monter dans un avion pour partir à Miami, je trouve que c'est incroyable. Je m'en lasse jamais. Je me dis que c'est merveilleux. Et voilà, surtout, vous avez vu les derniers podcasts, mais après un petit peu ce qu'on a vécu en 2022 sur les marchés, de voir les marchés repartir comme ça, et pouvoir en profiter parce qu'on a investi et s'offrir de la liberté, je trouve que c'est magnifique. Donc, je ne m'en lasse jamais. Je crois que je ne m'en lasserai jamais. Concours de livres, deuxième petite news. Vous le savez, j'ai republié un des podcasts que j'avais fait avec Dominique Gibert, la fille d'André Muller, pour vous faire gagner des exemplaires de la technique du succès. Au moment où vous écoutez ce podcast, le concours sera arrêté, du coup vous ne pourrez plus participer, mais je ferai le tirage, je crois qu'il s'arrête dans 3-4 jours, je crois que j'avais laissé 3-4 jours de plus par rapport au moment où j'enregistre, donc comme j'enregistre maintenant, je ne peux pas vous donner le gagnant, je vous donnerai les 10 gagnants dans un prochain épisode de podcast. En tout cas, je voulais encore vous remercier parce que vous avez été hyper nombreux à participer, et ça fait vraiment plaisir. Voilà. Puis j'ai hâte de vous faire gagner ces livres. Je ne vais pas revenir encore une fois sur la genèse de ce concours, mais je trouve que c'est chouette. Ça aussi, c'est des rêves qu'on réalise quand on a beaucoup aimé un livre. Pouvoir rencontrer la fille de l'auteur qui est malheureusement décédée, mais voilà, faire gagner des livres, partager de la connaissance, c'est quelque chose qui a du sens pour moi. Donc ça fait très plaisir. On va parler un peu des masterminds, parce que ça aussi c'est important. Mastermind moto des Gentlemen Investisseurs. On part en Sardaigne du 22 au 28 septembre, encore un beau voyage. Il nous reste encore 3 places pour ce séminaire moto. Je ne peux pas croire que parmi vous, il n'y ait pas 3 motards qui ont envie de venir passer la semaine avec nous. Ça va être exceptionnel. Vous avez le lien dans la description. On va découvrir le nord de la Sardaigne tous ensemble. Quel que soit votre niveau, vous pouvez venir avec nous, que vous soyez un débutant complet ou que vous soyez un pilote expérimenté.
De toute façon, on fait des groupes, on sera 20, donc on fait deux groupes de 7, un groupe de 6. C'est moi qui prends le groupe des débutants, donc on roulera cool, n'hésitez pas. Et si vous voulez rouler un peu plus fort, vous pourrez aussi avec d'autres pilotes un peu plus expérimentés. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour ce mastermind. Notre deuxième mastermind, c'est Race and Business qui aura lieu du 23 au 25 octobre 2024. Race and Business, c'est le mastermind entrepreneuriat et karting. Il reste plus qu'une seule place et je comprends pas, on a vendu 19 places d'un coup et là il en reste une qui se balade. Donc si ça vous tente, venez avec nous, venez passer ces 3 jours à Alès, faire du karting entre potes. Il y a des marchands de biens ultra expérimentés. On a Loïc qui sera là. Loïc, s'il écoute ce podcast, il est très réservé, Loïc. Il n'aime pas qu'on le mette trop en avant, mais c'est un entrepreneur et un marchand de biens exceptionnel. À côté de lui, je suis tout petit, donc il sera là. Il pourra partager aussi toute son expérience, entre autres, parce que je pense à Loïc parce qu'on vient de finir d'enregistrer le podcast avec lui, mais il y a plein d'entrepreneurs. Moi, je suis à chaque fois encore émerveillé de la communauté qu'on a attirée à nous, des gens brillants qui la composent. Comme on disait, tu travailles sur ton patrimoine, tu travailles sur toi. Si les gens qui composent cette communauté sont le reflet de celui qui l'anime, ça me touche énormément parce que c'est des gens extrêmement brillants. Donc voilà, venez les rencontrer. Je vous le disais tout à l'heure, cet été, peut-être que pour le podcast qui aura lieu, je vais le regarder en même temps que je vous parle, mais celui du mois d'août, là on va sortir le 15, on en sortira un autre pour le 29, ce sera le podcast du 12 août. Peut-être qu'il n'y aura pas de podcast le 12 août, parce que je vais prendre des vacances, je vais passer aussi du temps en famille, c'est ça la liberté, c'est ça apprendre à couper aussi, mais je ne veux surtout pas préparer de sujet, parce que ce qui est le pire pour moi, c'est par exemple de bâcler quelque chose ou de traiter un sujet trop vite quand je traite un sujet. Donc, c'est pas le but. Par contre, si vous me bombardez de questions, je peux faire des épisodes d'Allo Tonton. Et ça me ferait un grand plaisir. Donc, n'hésitez pas. Vous avez mon adresse mail dans la description du podcast. Sinon, vous pouvez poser votre question sur Instagram, si vous voulez qu'elle soit anonyme. Ou alors, si vous vous en fichez que ce soit anonyme, vous la mettez en commentaire de cette vidéo YouTube. Et n'hésitez pas. Si j'ai assez de questions, je pourrais faire des épisodes parce que c'est des épisodes qui me demandent moins de travail. En 2 heures, c'est des épisodes qui sont enregistrés. Et comme j'adore faire des podcasts, ça me gêne pas. C'est toujours un plaisir de venir les enregistrer. Ce qui est plus compliqué, c'est quand je dois préparer des sujets parce que j'y passe du temps forcément. Et en vacances, j'ai préféré profiter de mes enfants, de ma compagne, de la piscine, plutôt que d'aller plancher sur un sujet. Et je vais surtout pas vous bâcler quelque chose. Donc on verra, je me garde ce joker. Si j'ai assez d'épisodes, on fera au moins du coup 2 épisodes de Allo Tonton, celui-ci et un autre. Et si j'ai assez d'épisodes, peut-être 3. Et ça fera l'épisode du 12 août. Donc, à vos mails et à vos commentaires. J'ai encore 2 news importantes. La parenthèse indépendance. Donc ça, c'est notre coaching en groupe où alors il y a du groupe, il y a de l'individuel, il y a des ateliers à 4 et du tout seul avec nous. Vous connaissez la parenthèse, ce sera la numéro 7, ce sera la dernière de 2024 et à partir de maintenant, il n'y en aura plus qu'une par an. La prochaine, ça sera en octobre 2025. Donc si vous voulez venir nous rencontrer, Yann, Ben, Fabien et moi, venir travailler pour le coup, là on va pas s'amuser. On va travailler pendant 3 jours sur vos investissements, sur votre patrimoine. L'idée, c'est que vous puissiez repartir avec une feuille de route pour votre année d'investisseur, pour vos 2-3 ans à venir, pour ne pas faire d'erreurs, pour en tout cas les minimiser, pour avoir notre regard d'investisseur, d'entrepreneur. N'hésitez pas, il ne reste plus que 6 places. Ça aura lieu du 7 au 9 octobre 2024. Voilà, c'est la dernière avant 1 an, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. La dernière news que je veux partager avec vous, c'est qu'on vous a réservé une petite surprise pour cet été, pour la fin du mois de juillet. On vous fait une grosse promotion sur absolument toutes les formations et on l'a fait à l'échelle, on va dire, du groupe, de la Team GI. Toutes les formations que j'ai avec Ben, toutes les formations que j'ai tout seul, toutes celles que j'ai avec Fabien, toutes celles que j'ai avec Yann. Donc sur les formations des Gentlemen Investisseurs, sur les formations Une vie de liberté AB Invest et les formations Nouveau Départ, on vous fait moins 25% sur absolument tout. Le code, c'est juillet 25 et ce sera le dernier week-end de juillet, du 26 au 28 juillet. Alors, pourquoi cette promotion maintenant ? On en fait en général 2 par an.
Une où on marque le coup du Black Friday et l'autre juste avant l'été, puisque à l'époque où j'étais dans ma rat race, où j'étais entrepreneur de travaux publics, il y a une chose que j'aimais beaucoup, c'est j'avais 3 semaines de vacances au mois de juillet. C'était quasiment mes seules vacances, parce qu'après, on prenait des fois une semaine, aller voir 2 les meilleures années à Noël, et ensuite c'était août. Voilà, il y avait 2 fois des vacances dans l'année, c'était vite vu. Et justement, au mois d'août, 3 semaines, ça donnait un peu cette impression que le temps s'arrêtait, et comme je fermais pour le coup la boîte, vraiment il n'y avait rien qui se passait. En général, je coupais même mon téléphone, tous mes clients étaient prévenus qu'on s'arrêtait, et ça me laissait du temps. Et j'adorais utiliser ce temps aussi pour me former. Je lisais énormément de bouquins, je passais beaucoup de temps à me former à cette période, parce que c'était calme justement. Et je me suis dit, pour tous les gens qui ressentent peut-être la même chose, ça serait cool de leur permettre de passer à l'action avec une petite promotion, même une grosse promotion, parce que moi je voulais faire 20%. Pour tous ceux qui écouteront le podcast des Gentlemen Investisseurs, Yann a annoncé les 25%. Vous le verrez quand vous écouterez le podcast. Au moment où vous écoutez celui-ci, je crois qu'il n'est pas encore sorti. Mais on s'était mis d'accord sur 20 et il a balancé 25 en plein milieu du podcast. Et je me dis que c'est pas mal aussi. On n'en fait que 2 par an. Ça marque pour le coup, vraiment le coup. Donc voilà, en tout cas, du 26 au 28 juillet, si vous avez envie de faire comme moi, de vous former pendant l'été, de profiter de ce temps calme pour vous former, ça vous permettra de vous offrir la formation que vous souhaitiez, ou peut-être même plus de formations. C'est valable sur toutes les formations d'AB Invest, donc sur les ETF, sur la division foncière, même sur Finance Business Expert, notre dernière formation. C'est valable sur toutes les formations avec Yann, sur Rookie Booster. C'est valable sur toutes les formations Nouveau Départ avec Fab. Donc vous avez les liens dans la description. Franchement, n'hésitez pas, faites-vous plaisir si vous voulez. Ça n'a pas été facile de convaincre tout le monde, mais voilà, au moins ça fait une belle promotion, ça vous permet de profiter des formations et tout le monde est content. Donc voilà, j'en ai terminé avec les news et je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine. Un podcast qui était important pour moi puisque j'ai reçu Hello, ma compagne, qui est venue dans ce studio même et on a passé un excellent moment à enregistrer le podcast. Et a priori, vous avez passé un excellent moment à le regarder et ça me touche énormément parce que vous m'avez mis beaucoup de commentaires. On va pas en lire énormément parce que comme c'est un épisode d'Allo Tonton qui est consacré justement à vos retours, on en lira un petit peu moins que d'habitude, surtout que vous étiez unanime, donc voilà, ça fait encore une fois vraiment plaisir. On a un premier message d'Aurore. Aurore qui nous dit « Waouh, super podcast, merci beaucoup à tous les deux, comme toujours super inspirant. Comme tu disais sur le dernier podcast, le parcours d'Élodie veut dire tellement de choses sur elle. Hello, bravo, continue, va jusqu'au bout, tes projets sont top, n'hésitez pas à faire appel à elle. » Donc Aurore qui a fait appel à Hello. Donc merci beaucoup à toi. J'ai voulu lire ton message, Aurore, parce que, comme tu le disais justement sur le dernier podcast où je disais, tu travailles sur ton patrimoine, tu travailles sur toi. Là, quelque part, Hello, dans son parcours d'entrepreneuse, en travaillant sur ce parcours d'entrepreneuse, tu finis par travailler justement sur toi, apprendre à mieux te connaître, à savoir comment tu gères sous la pression, comment tu gères les choses. Et je le dis pas parce que c'est ma chérie, mais je trouve que la façon dont elle avance, c'est admirable. Et effectivement, l'entrepreneuriat, c'est pas toujours facile. Il y a aussi des difficultés. Quand je me suis lancé en marchand bien, j'ai eu la chance, on va dire, entre guillemets, que ça marche assez vite. Ça marche même très vite. Alors, encore une fois, très vite parce que j'ai trouvé rapidement des opérations. Mais avant de pouvoir se payer avec ce travail-là, ça a mis 18 mois. Et il faut bien faire la fourmi parce que malgré tout, si j'avais que ça, si j'avais pas mon indépendance financière, si j'avais pas les revenus du podcast, par exemple, je pourrais pas vivre sur le marchand de biens cette dernière année. Heureusement que si j'avais fait bien sûr mes réserves de castor, comme dirait l'autre, et que j'avais fait la fourmi plus que la cigale, ce que j'ai fait bien entendu, on peut vivre en marchand de biens. Il faut mettre de côté les années où c'est facile pour les années où c'est difficile. Mais ça fait 18 mois que le marchand de biens, c'est compliqué. Et là, ça commence tout juste à repartir. Avec Ben, on a une opération qui devrait se signer dans les semaines qui arrivent, je l'espère. On est en fin de négociation et ça devrait le faire. Mais c'est pas facile. C'est jamais facile. Et si je prends Une vie de liberté, je fais quasiment 18 mois de podcast gratuit
avant de gagner quelque chose. Bien sûr, il y a quelques revenus du livre, mais le livre, ça rapporte, je crois, net 300 euros par mois. C'est super, hein, Riche de liberté et Chemin pour devenir grand. Mais c'est pas avec 300 euros par mois qu'on peut vivre, sachant le travail que ça demande d'écrire un livre. Et avant de commencer à gagner un peu d'argent avec les formations et avec les événements, j'ai mis quasiment 2 ans avant de vraiment que ça puisse payer de quoi vivre, par exemple. Donc l'entrepreneuriat, c'est pas facile, mais voilà, c'est aussi un choix de liberté. C'est bien aussi d'avoir plusieurs cordes à son arc, et surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des intérêts composés à ce qu'on fait. Comme dans l'investissement, tout ce travail, toute cette communauté qu'on crée, tous nos clients qui nous font du bouche à oreille, tout ça, c'est de l'intérêt composé. Donc, c'est très, très dur au départ, mais c'est quand même de plus en plus facile au fur et à mesure qu'on avance. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas lâcher. Et voilà, et Hello, c'était un podcast avec beaucoup d'émotions. Elle nous disait justement qu'elle n'avait pas lâché. Et c'était vraiment chouette. On a un message d'Olivier qui nous dit « Quelle complicité, quelle éclate, quel podcast. Merci pour ce moment de fun. Et dire que j'ai failli être un as de la déco s'il y avait des parapentes pour adultes. À bientôt à tous les deux. PS, je suis si difficile que ça à satisfaire. Bah merde alors, quoi qu'il en soit, je ne t'en veux pas, je te kiffe l'ami. » Donc c'est notre petite Olive dont je parlais dans le dernier podcast. Olive qui est... j'ai pas dit que tu étais difficile à satisfaire, j'ai dit que tu étais un auditeur exigeant. Et c'est ce que j'aime aussi. C'est voilà, tu dis pas amen à tout, quoi. Et c'est appréciable parce que tu es quelqu'un de sincère, c'est ce que je veux dire. Donc Olive qui a failli venir au parapente, mais qui a une bonne carrière de rugbyman, et effectivement on n'avait fait pas de parapente pour sa taille, on va dire. Donc il n'a pas pu venir avec nous au Mastermind déco, mais ça aurait été un plaisir de t'avoir avec nous. Tu nous as déjà fait très confiance quand tu es venu au MMA, donc il n'y a absolument aucun problème, mais je voulais juste te remercier pour ton message. Et effectivement, moment de fun, je sais qu'Hello, c'est quelqu'un qui aime beaucoup s'amuser. Et d'ailleurs, je pense qu'on vous préparera sûrement d'autres featuring encore plus drôles et encore plus cool. Elle a pas mal d'idées, et si ça vous fait plaisir de la revoir, dites-le moi en commentaire, parce que je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait faire sans se prendre au sérieux, justement, des trucs assez frais et assez sympas. Donc, des choses que j'aurais aussi envie de faire, et n'hésitez pas si ça vous dit. Mais effectivement, le petit tu préfères à la fin, c'était une suggestion d'Hello. Je sais qu'elle m'a dit, si on fait un podcast ensemble, je veux aussi qu'on rigole, je veux pas que ce soit que sérieux. Elle sait qu'une vie de liberté, moi ça me tient à cœur de passer un message inspirant à chaque fois, de donner de l'espoir, parce que je me remets toujours dans mon ancienne époque de Rat Racer, où pour moi, parfois, c'était quand même relativement compliqué les journées de boulot que j'avais. J'ai toujours été battant, j'ai toujours essayé de voir le meilleur dans chaque journée, même si c'était pas facile de voir le positif. Mais quand j'écoutais des podcasts sur la liberté, à chaque fois, ça me donnait cette petite touche d'espoir, même si c'était difficile de m'accrocher pour aller plus loin, pour toucher cette liberté. Et voilà, j'ai trouvé que c'était cool. Aussi qu'en plus de ça, dans le podcast qu'on a fait avec Hello, qui est justement inspirant, il y a cette petite touche d'humour, c'était vraiment cool. On a un message de Ben Marion, donc je pense que c'est Ben et Marion qui nous disent « Il est frais, il est sincère, il est drôle. Merci à vous deux pour le naturel, j'ai pris du plaisir. Et en effet, une piqûre de rappel sur les chronotypes et les difficultés lorsque l'on démarre fait toujours du bien. » Et j'ai voulu lire votre message à tous les deux pour justement les chronotypes, c'est important de se connaître. Et encore une fois, ça rebondit sur le premier message d'Aurore. On travaille sur notre business et en fait, on apprend à se connaître, on apprend à savoir dans les heures sur lesquelles on est plus efficace, à quel moment on est plus créatif, à quel moment on va être le plus apte à faire les tâches administratives. Et c'est rigolo, mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert au fil du temps. Aujourd'hui, mon jour d'enregistrement de Une vie de liberté, c'est le jeudi. Là, je l'enregistre un lundi et ça me fait bizarre. J'ai l'impression de ne pas être dans ma routine parce que habituellement, pour moi, le lundi matin, c'est plutôt les tâches administratives. Et effectivement, quand on se connaît bien, quand on sait à quel moment on fait son sport dans la journée, à quel moment on préfère bosser, à quel moment on préfère faire les tâches créatives, à quel moment on préfère faire les tâches où on va avoir le besoin d'être le plus concentré, on apprend à se connaître, on apprend à être plus efficace et ça fait partie du chemin. Et c'est aussi tout simplement passionnant même de découvrir ça.
Donc, merci à vous deux pour votre commentaire. Et encore une fois, je le redis, merci infiniment à tous les gens qui ont repartagé, tous les gens qui ont commenté, tous les gens qui ont aussi confié des opérations à Hello, qui l'ont fait travailler. Vous êtes au top du top. Et si vous cherchez une bonne décoratrice, surtout, n'hésitez pas. C'est Hello qui m'a fait tout mon décor de podcast ici. Sur les prochains bureaux qu'on est en train de construire, c'est Hello qui va me refaire tout mon décor de podcast. Je vais avoir la chance d'avoir un studio qui va être 2 fois plus grand que celui-ci, quasiment. Donc ça va être juste fou. J'ai vraiment hâte. Donc merci encore une fois à vous tous pour tout ça. Et je vous propose qu'on passe au podcast de cette quinzaine. Allô tonton numéro 7. Déjà le numéro 7. Le dernier, c'était il y a 1 an. Allô tonton numéro 6, c'était l'été dernier. Donc, c'est des épisodes que je suis super content. Je suis encore une fois trop content de vous redonner la parole. Vous savez à quel point c'est important pour moi, cette rubrique du milieu où on revient sur vos messages, où je vous donne la parole. Là, je vous donne la parole sur tout le podcast. Donc, on va passer un bon moment. C'est toujours un plaisir pour moi d'avoir vos questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Je pense que j'ai des messages pour au moins 2 podcasts. Donc, on verra si on en fait 2 ou si on en fait un 3e. On a un premier message de Christophe. Christophe qui nous dit « Salut tonton, merci pour cette proposition. Je suis dans une grosse rat race, boulot qui paye, mais où je m'ennuie à mourir. D'ailleurs, t'écrire me passe un peu le temps. Fidèle du podcast privé des gentlemen investisseurs, j'aurais une question sur un arbitrage. Je possède un appartement loué en nu, entre parenthèses erreur de débutant depuis 2015. Crédit 353 €, loyer 490. En net, je dois être à l'équilibre. J'ai un crédit jusqu'en 2033. Je ne sais pas si je dois le vendre et récupérer environ 75 000 €, toutes charges déduites, ou si je dois le garder. Sachant que j'ai un locataire qui est un vieux garçon et qui est un locataire en or. 0 emmerde, 0 appel, 0 demande. Il paye cash à la moindre demande et il est dans l'appartement depuis 29 ans. Donc moralement, ça m'embête de mettre fin à son bail. Est-ce que c'est toujours rentable ? Est-ce que la moralité est plus importante que le pognon ? J'essaye d'être quelqu'un de bienveillant et empathique. Je cherche par tous les moyens de m'en sortir. Je voulais réinvestir en IMO, mais c'est vraiment compliqué en cette période. Donc je suis full ETF en ce moment et un peu crypto grâce à vous. Mon entourage n'est pas réceptif à mes ambitions, il se contente du médiocre et ça m'exaspère. Du coup, vous êtes mes amis virtuels. Merci vraiment pour tout. Cordialement, Christophe. Mais déjà, Christophe, merci infiniment pour ton message. Merci d'avoir joué le jeu. Et merci de m'avoir posé ta question. Il y a tellement à dire. Je sais même pas par où commencer. Mais écoute, on va commencer par ta question technique déjà. Tu nous dis que tu as un appartement qui est loué en nu, erreur de débutant. Moi, je suis pas d'accord. J'ai commencé par louer en nu. Depuis 2015, déjà, bravo à toi d'avoir investi en 2015. Je trouve que c'est super parce que tu as commencé assez tôt. Ça fait déjà 9 ans que tu capitalises. On ne peut pas dire que capitaliser sur un bien depuis 9 ans, ce soit une erreur de débutant. C'est pas possible, tu vois. Entre ta plus-value latente et le capital que tu as amorti, tu peux récupérer 75 000 €. C'est énorme. Un crédit à 353 € pour un loyer à 490. Pour être à l'équilibre, on dit toujours qu'il faut que la mensualité de crédit représente à peu près 70% du loyer. Si on dit que tu as un loyer à peu près à 500 €, tu vois, 5 x 7, 35, ça fait 350. Tu as un loyer à 490 pour un crédit à 353. Pour moi, c'est super comme affaire. Bien sûr, c'est pas une LCD, c'est pas les affaires où tu vas faire un cash flow énorme. Mais en tout cas, ça se paye. Tu as capitalisé. Regarde ça, 75 000 € en 9 ans. 8 x 9, 72, ça fait quasiment 8 000 € par an de revenus passifs. Un peu plus de 8 000 € par an. 700 € par mois d'enrichissement passif. Moi, je trouve que c'est énorme. Donc, au contraire, je te félicite et bravo à toi. Donc, tu me demandes si c'est toujours rentable, ton bien. Moi, c'est compliqué de te dire s'il est rentable. Ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que niveau cash flow, il est à l'équilibre. Mais la rentabilité, c'est quoi ? C'est le montant total de tes loyers, donc ton loyer mensuel multiplié par 12, divisé par, pas ton prix d'achat, mais le prix que vaut ton bien aujourd'hui. Moi, je n'ai pas la valeur de ton bien aujourd'hui, je ne la connais pas. Donc, te dire si tu es rentable, c'est compliqué. Pour moi, un bien rentable, tu dois être... la mini, c'est 7-8%. Vu à l'époque où tu l'as acheté, vu, je pense, la plus-value latente que tu as et ce que tu peux récupérer, à mon avis,
tu es à moins de 7-8%, je pense, sur ce bien. J'ai pas tous les éléments pour te le dire, mais à mon avis, tu es à moins de 7-8%, avec de mon expérience et avec les éléments que j'ai. Donc, est-ce que c'est rentable ? Si tu l'as acheté, je dis n'importe quoi, mais si tu l'avais acheté 60 000 euros, il rapporte 6 000 euros de loyer par an, il est à 10%, il est rentable. Si aujourd'hui il en vaut 120 000, ton appartement, et qu'il rapporte toujours 6 000 euros par an, il n'est plus à 10% de renta, il est à 5%. Par rapport à ce que tu l'as acheté, oui, il est à 10%. Par rapport à ce qu'il vaut, il est à 5%. Pour moi, 5%, c'est la première question à se poser. C'est pas très rentable, donc ça peut être une raison de le vendre. Ensuite, moi, je regarde toujours, mon point de bascule, c'est 7 ans de loyer. Si quand je vends, je récupère d'un coup, cash, 7 ans de loyer ou plus, je me pose vraiment la question de vendre. Et si je récupère 10 ans de loyer d'un coup, en général, je vends. Là, tu vois, en loyer annuel, tu es à peu près à 6 000 euros. Donc, 6 x 7, 42. Si tu récupères 42 000 euros de loyer, tu peux vraiment te poser la question de le vendre. 42 000 euros de cash, tu peux te poser la question. Là, tu en récupères 75 000. Là, aujourd'hui, tu es à 12 ans de loyer, plus de 12 ans de loyer, 13 ans de loyer. Si tu le vends maintenant, tu récupères 13 années de loyer. Donc là, pour moi, on y est. Là, je me pose même pas la question. Pour moi, c'est le moment de vendre. Maintenant, la question, c'est tu veux pas foutre ton locataire dehors. Mais pourquoi tu vendrais pas avec ton locataire ? Si tu as un locataire en place depuis 30 ans, il y a peut-être quelqu'un qui est capable de te l'acheter avec une renta éclatée. Faut pas rêver. Faut pas se mettre de barrière. L'année dernière, j'ai vendu un appartement. Alors, il n'y avait pas le locataire, mais j'ai vendu un appart. Je pense qu'on était à 3% de renta quand tu mets un locataire. Et les gens étaient contents. Ils ont mis un gros apport. Tout le monde n'est pas un investisseur aguerri comme nous. Donc, il y a des gens qui sont contents d'une toute petite renta. Donc, ma première question, c'est pourquoi tu ne le vends pas avec le locataire dedans ? Ça t'évite de le sortir de l'appartement. Tu gagnes du temps. Et pourquoi pas ? Et si tu me dis que ça se vendra mieux en nu parce que c'est pour de la RP, enfin, en tout cas, ça se louera mieux vide parce que c'est pour de la RP, et que selon toi, il faut absolument sortir le locataire, moi, je te répondrais que la morale de cette histoire, parce que tu me poses vraiment la question, je vais retrouver dans ton message, mais tu me mets est-ce que la moralité est plus importante que le pognon ? J'essaye d'être quelqu'un de bienveillant et empathique. Mais déjà, la bienveillance, est-ce qu'elle ne commence pas par soi-même ? C'est la question que je vais te poser. Pour moi, c'est une question de perception. Ton locataire, il est locataire depuis 29 ans. Il connaît les règles du jeu. Il les accepte. Alors tu me diras, il n'avait peut-être pas les moyens, patati, patata. Il a aussi choisi de ne pas acheter. Peut-être que pour lui, c'était la liberté de pouvoir partir à chaque instant, puis que finalement, il a décidé de rester. Donc, ton locataire, il les connaît, les règles du jeu. Il sait qu'on peut mettre fin à son bail si tu veux le récupérer pour vendre. Mais pour moi, la première moralité, elle s'applique d'abord à toi-même, à toi. Qu'est-ce que tu lui dois à ton locataire ? Clairement, tu lui as fourni un logement décent depuis, en tout cas pour toi, plus de 9 ans, contre un loyer. Il est là, le contrat. Tu lui dois pas, quelque part, plus que ça. Et la vraie question, c'est est-ce que tu es loyal envers toi-même en te privant de 75 000 euros qui te permettraient peut-être d'investir plus en immobilier, d'investir plus en bourse, d'investir plus en crypto et d'avancer vers ta liberté ? Est-ce que la loyauté, elle vient pas d'abord envers toi-même plutôt qu'envers ton locataire ? Tu lui as offert ce bien-là pendant toi 9 ans et pendant en tout 29 ans. Il faut que tu le vendes avec ton sang, non ? Il faut que tu lui donnes une part de ton âme. Est-ce que tu n'as pas payé ta dette morale envers lui déjà ? Et ne présage de rien aussi. Peut-être que tu vas lui changer sa vie. Peut-être qu'en fait, il attend que ça pour vivre une nouvelle aventure, pour remettre du piment dans sa vie, pour chercher un nouvel endroit. Peut-être qu'il est vieux garçon et que, en le forçant à déménager, il va aller habiter dans une autre résidence et il va habiter l'appart à côté de la femme de sa vie. En fait, t'en sais rien. Tu sais jamais si c'est un mal ou un bien dans la vie. Tu sais pas. Donc, moi, ce que je te dirais, c'est fais les choses aussi pour toi. Tu vas lui donner un vrai préavis, tu vas le prévenir en avance. Elle est là ta moralité, dans le fait de ne pas le prendre en traître. Tu vas lui laisser du temps à cette personne, tu ne vas pas le prendre en traître. Pour moi, clairement, elle est là ta moralité. Mais la première moralité, c'est envers toi-même, c'est de ne pas te priver de cet argent-là. Et encore une fois, on l'a dit dans plein de podcasts, j'avais fait un podcast entier là-dessus. Est-ce un bien ou un mal ? Finalement, tu sais pas. Tu sais pas. Donc, ne présage de rien et fais les choses
avec ta moralité, mais voilà, dans l'ordre. Tu lui donnes un préavis, tu lui expliques, tu prends ton temps, mais pour moi, en tout cas, la question est vite répondue, comme dirait l'autre. Je pense qu'il est temps d'arbitrer ce bien et de récupérer ton cash. Sinon, il y a quand même une ou deux choses qui m'ont alerté dans ton message et dont je veux te parler dans ce podcast. Attention dans ton travail. Quand tu me dis que tu t'emmerdes et que m'écrire te fait passer le temps, ça doit rester temporaire, ces choses-là. Moi, je vois que je me suis fait chier plus de 12 ans, presque 12 ans, 11 ans et demi dans mon ancien boulot, où c'était très, très, très dur. Quand ça devient chronique, quand ça devient tout le temps, cette difficulté, c'est pas normal. On ne doit pas accepter ça. Donc, peut-être que tu peux changer pour un boulot plus intéressant. Fais attention. Faut pas que ça dure trop longtemps. On vit qu'une fois. Donc, ça vaut le coup de se bouger. Quand tu le réalises comme ça, à quel point tu t'emmerdes dans ton boulot, c'est pas bon. Et même moi, dans mon ancien taf, où c'était difficile, je faisais toujours l'effort de trouver des bons moments à chaque fois. Et malgré tout, d'apprécier ma vie, d'apprécier le repas du midi, par exemple, d'apprécier le retour dans ma voiture où je m'écoutais des podcasts, d'apprécier les moments où je prenais un bon de vie, tu vois, où on allait gagner de l'argent. Vraiment de me concentrer à chaque fois dans mes journées sur le positif. Je faisais vraiment cet effort-là de me concentrer sur ce qui était positif dans mes journées et jusqu'au moment où j'en pouvais plus, quoi. Puis j'ai fini par lâcher complètement et en fin 2018, tu vois, et de vivre aujourd'hui ma vie d'entrepreneur, une vraie vie choisie, une vraie vie où je fais des choses que j'aime tous les jours et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Donc voilà, ne laisse pas trop passer de temps. Si l'indépendance financière est encore loin, c'est important de faire quelque chose que tu aimes tous les jours. Parce que la vie, clairement, la vie passe trop vite. Et puis un dernier petit message sur ton entourage à la fin. J'ai un message qui m'a été posé d'un autre auditeur sur l'entourage. J'en reparlerai justement peut-être dans ce podcast ou peut-être dans le prochain. On va voir suivant comment on avance. Mais ce que je veux dire par là, c'est à quel point l'entourage est important et à quel point ne fais pas de prosélytisme avec les gens s'ils ne sont pas prêts à le recevoir. Et tout ne tourne pas autour de l'investissement. Il y a peut-être des gens qui sont autour de toi. S'ils s'y opposent, c'est peut-être juste qu'ils ont peur. S'ils se contentent de la médiocrité, à la limite, c'est là où ils en sont dans leur chemin. Tu n'as pas à les faire changer. Tu n'as pas une mission de sauveur. Laisse-les là où ils sont. Peut-être que c'est des gens qui sont quand même bien avec toi pour d'autres choses que tu partages. Donc, c'est dommage de se mettre de côté ces gens-là si tu partages d'autres bons moments. Par contre, construis-toi un entourage, alors virtuel avec nous, tu vois, et ça me fait très très plaisir, mais rends-le réel à un moment. Je t'encourage vraiment à aller en mastermind, à aller en apéro IMO, à aller dans des voyages, à rencontrer des gens, à passer du temps avec des investisseurs. Ça va changer ta vie comme ça a changé la mienne. Quand je me suis mis à rencontrer des gens, à rencontrer des investisseurs, et aujourd'hui, où j'ai un entourage qui est composé pour beaucoup d'investisseurs, d'entrepreneurs, de gens qui me comprennent, c'est un bonheur. Et j'ai toujours gardé mes copains qui ne sont pas dans l'investissement, et j'ai toujours énormément de plaisir à passer du temps avec eux. Tout ne tourne pas autour de l'invest, tu vois. Mais si tu as besoin de te stimuler, c'est important que tu aies un entourage proche, que tu vois beaucoup, qui soit composé d'entrepreneurs, d'investisseurs, de gens qui sont dans ton mood, en fait. Ça changera ta vie, clairement. Donc voilà, merci beaucoup à toi Christophe pour ce premier message et je vous propose qu'on passe au second, un message de Rodson qui nous dit « Bonjour Tony, je suis un auditeur régulier du podcast et tes conseils m'ont aidé à un moment ou à un autre dans mon parcours. Merci pour ce que tu fais. » Merci à toi Rodson. Je saisis l'invitation de ton mail pour te partager mes interrogations. J'investis depuis 2019 dans plusieurs biens immobiliers. J'ai 32 ans et je n'ai pas d'enfant. En nom propre, j'ai un IDR de 2 lots que j'ai acheté en 2020 à 110 000 € loués en nu. J'ai mis 10 000 € d'apport. J'ai un IDR de 3 lots que j'ai acheté en 2023, 187 000 € avec 4 000 € d'apport loués en nu. J'ai un IDR de 5 lots achetés en 2023, 205 000 € avec 4 000 € d'apport loués en nu et en meublé. J'ai de la LCD en nom propre. J'ai un appartement à Dubaï que j'ai acheté 130 000 € où j'ai mis la moitié d'apport, 65 000 €. J'ai un appartement à Oni que j'ai acheté 122 000 € avec 2 500 € d'apport sur plan qui sera livré en juin 2024. J'ai un appartement de 28 mètres carrés à Saint-Quentin acheté 69 000 €, j'ai mis 8 000 € d'apport.
Les travaux seront finalisés en janvier 2024. Et j'ai une dernière LCD de 44 mètres carrés à Reims que j'ai acheté 159 000 € avec 8 000 € d'apport et 3 ans de différé. Les travaux sont en cours. J'arrive donc en tout à 14 lots. Néanmoins, je génère globalement peu de cash flow car la plupart des projets sont récents et les 2 projets, dont l'un où j'ai mis beaucoup de cash à Dubaï, ne sont pas encore sortis de terre. J'ai un taux de 1,36% sur le bien neuf à Oni qui sort le 28 juin 2024. J'ai donc en réflexion de vendre ce projet entre 140 et 170 000 €, puis garder le prêt IMO sans le rembourser. Je suis en cautionnement, vu que c'est un excellent taux pour dispatcher sur de nouveaux projets, tout en remboursant bien sûr les mensualités de crédit. Ça c'est coquin. Avec cet argent, je pourrais mettre l'accent sur le côté business, car je remarque que les grosses richesses se feront principalement par ce biais. Tu as raison, hein, l'entrepreneuriat est un vrai levier. J'en parle d'ailleurs dans la formation gratuite, les 4 piliers de l'indépendance financière. La création de business, l'entrepreneuriat est un de ces piliers. Je pourrais par exemple faire un projet de franchise, un business physique, vente de produits, prestation de services, en mettant une bonne moitié de la vente du bien dans ce projet. Et le reste, je ferai 1 ou 2 gros immeubles de rapport et je continuerai aussi en marchand de biens. Ou alors mon autre solution, c'est de ne pas vendre justement cet appartement de Oni et voir globalement la trésorerie que je dégage une fois que j'ai tout sorti et investir avec ma trésorerie. Donc j'estime que j'aurai entre 1 500 et 2 500 € de cash flow par mois. Mais j'ai l'impression que je n'irai pas aussi vite que si je garde le prêt. Que penses-tu de cette réflexion, de cette stratégie ? PS, j'ai aussi fait le choix de refuser des postes encore plus rémunérés car mon travail actuel me donne un équilibre pour avoir le temps d'investir en IMO, voire de lancer un business. En gros, j'ai 4 000 € net par mois lissés sur l'année, plus une voiture de fonction prise en charge. J'ai oublié de te mentionner, en complément, j'ai déjà un prêt où j'ai revendu en gardant la somme pour la réinvestir, notamment dans mes immeubles et à Dubaï. C'est ce qui m'a permis d'aller aussi vite et j'ai déjà donc une charge de 610 € par mois. Merci pour ta vision sur mon profil et mes interrogations, Rodsen. Donc merci à toi Rodson pour ton message, ça fait plaisir. Donc déjà bravo pour ce que tu as fait, bravo parce que c'est assez impressionnant. 14 lots déjà c'est beaucoup, donc bravo à toi. Et tu as déjà été coquin, hein, donc l'idée pour résumer, c'est qu'il a souscrit un crédit pour un bien immobilier qui n'est pas encore sorti de terre, qui est acheté sur plan. Il a déjà une belle plus-value latente sur ce projet. Et l'idée, c'est de le revendre tout de suite. Et comme il est en cautionnement sur le crédit, comme il n'a pas d'hypothèque, ne pas rembourser. Aujourd'hui, si vous avez un crédit et vous avez une hypothèque, il y a un privilège, ce qu'on appelle un PPD, un privilège prêteur de deniers. C'est que quand le bien est vendu, le notaire voit au bureau des hypothèques qu'il y a une hypothèque sur le bien et il va rembourser directement à la banque. Ça ne passe pas par votre poche et il vous donne la différence. Si vous êtes en caution, pas obligé de prévenir la personne qui vous a prêté, votre créancier. On n'est pas obligé de prévenir la personne qui vous a prêté de l'argent. Donc, vous pouvez vendre le bien immobilier et garder l'argent. Techniquement, c'est interdit. Normalement, tout contrat de prêt est relié au bien immobilier. Donc, techniquement, vous n'êtes pas censé garder l'argent. Vous êtes censé le rendre à la banque. Mais c'est possible que ça ne se voit pas. On va en parler. Mais donc, du coup, il l'a déjà fait une fois. Là, il est en train de le faire une deuxième fois. Il faut faire attention parce que quand on commence à empiler du levier, on est en train de faire un château de cartes quand même. Donc on va démêler la pelote de laine. La grande question de son message, c'est soit j'investis avec mon cash flow, avec mes 1500, mes 2000 € par mois de cash flow, soit j'ai pas du tout de cash flow, mais j'ai une grosse somme tout de suite et je vais pouvoir investir avec cette grosse somme. Donc qu'est-ce que c'est le mieux des deux ? Moi, j'ai pas envie de choisir, tu vois. Comme dirait mon acolyte Fab, avec qui je partage le podcast Nouveau Départ, mon Fabien, pourquoi choisir, tu vois ? Pourquoi choisir ? Moi, je veux toujours les deux. Je veux à la fois le cash flow et je veux à la fois l'argent. Donc, c'est dans la vie d'avancer les deux curseurs en même temps. Et de garder quand même un équilibre entre les deux. Parce que là où il faut faire attention, c'est pas te retrouver en cash squeeze. Si tu as une grosse somme d'argent que tu investis et que tu suis la même logique, dans d'autres biens qui ne sont pas très très rentables, oui, tu vas lever de la dette, oui, en termes d'amortissement et de capitalisation, tu vas aller plus vite, mais par contre, tu peux te retrouver en cash squeeze si tu as un locataire qui ne paye pas, si tu as les impôts qui se pointent. Il y a un moment où
tu es riche sur le papier, tu vois. Enfin, tu n'es pas riche que sur le papier, tu es riche en vrai, mais tu n'as pas de cash, tu n'as pas d'argent. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai rencontré en 2016, où techniquement, sur le papier, j'étais multimillionnaire, voire peut-être même déjà à l'époque multimillionnaire. Et sur mes comptes, j'avais pas tant que ça. Alors, si j'exclus mon PEA, parce que je voulais pas le casser, mais hormis mon PEA, ben, j'étais toujours à courir parce que je réinvestissais tout ce que je gagnais, je mettais des gros apports, j'avais pas des rentas exceptionnelles à chaque fois, j'étais toujours entre 7 et 9%, donc pas beaucoup de cash flow. Et à chaque fois, j'étais comme ça, quoi. J'avais jamais 100 balles devant moi, je réinvestissais tout ce que je gagnais. Donc c'est pas très très confortable. On va vite, mais c'est pas confortable. Donc voilà, faut trouver ton équilibre. Encore une fois, travailler sur ton patrimoine, c'est travailler sur toi. Avec quoi tu es à l'aise? Ça, je ne le sais pas. C'est à toi de répondre à cette question. Pour en revenir au fait de vraiment le message de ta question. Vendre un bien immobilier, ne pas rembourser le crédit. Dans un monde normal, je ne peux jamais te conseiller de faire ça. Je te conseillerais toujours de rembourser ton crédit. Maintenant, si on était dans le métaverse, où les performances passées ne présagent pas des performances futures, et où je ne te conseille pas du tout de faire ça, bien entendu, mais dans l'hypothèse où tu le ferais, où tu déciderais de le faire quand même, je te répondrais que quand même le levier, c'est la vie, si on veut aller vite. Et si tu as la chance d'avoir un crédit à 1,2, 1,36%, ça serait quand même extrêmement dommage de rembourser ce crédit-là et de ne pas garder l'argent. Si tu souhaitais le faire, il faut être très bien câblé quand on fait ça. Donc on va partir du principe que tu es très très bien câblé. Il faut pas que ça brûle les doigts, il faut faire très très attention. Et comme je te le disais, surtout attention au cash squeeze. Si tu utilises cet argent pour réinvestir dans un projet qui n'est pas très rentable, ou en tout cas qui ne génère pas de cash flow, bah tu continues à alimenter un peu cette boule de neige où tu fais de l'amortissement, où tu accumules de la plus-value latente, mais où tu n'as toujours pas de cash en fait. Et là, tu as déjà un crédit de 610 € à rembourser. Là, je ne sais pas combien il fait celui-là, mais si tu te rajoutes encore 500 balles, bah, tu te retrouves déjà avec un cash flow négatif de moins 1000 € en début de mois. Alors oui, tu as du cash pour investir, mais c'est compliqué, quoi. Ça peut être compliqué. Donc ça, c'est à toi de faire tes calculs. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait, ce cash? Tu peux l'utiliser pour investir en bourse, pour investir en immobilier, pour investir dans le business. Il faut faire vraiment attention à ça. Moi, ce que j'aime bien, ça fera peut-être grincer des dents, mais à la rigueur, c'est l'investir en bourse, en ETF. Pourquoi pas sur des titres vifs? Parce que sur un titre vif, imagine, tu le mets sur Tesla et tu te dis, c'est la Lambo ou le vélo, tu vois. C'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire avec cet argent, surtout pas. J'aime bien cette expression, elle me fait marrer. Mais typiquement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Si tu le mets sur des ETF, ton max drawdown qu'on appelle, ce qui peut se passer de pire sur quelques mois, voire ta valeur baisser très rapidement, ça peut descendre jusqu'à moins 30, moins 40% et durer 18 mois. En général, même si les performances du passé ne présagent pas des performances futures, c'est toujours ce qui s'est passé par le passé. Donc, parce que le pire qui peut t'arriver, c'est que la banque se rende compte et te demande de rembourser ton crédit. Et là, il ne faudra pas parler chinois, il faudra sortir l'argent, il faudra rembourser. Donc là, ça peut être quand même très compliqué. Si c'est investi en ETF, eh ben, tu peux les vendre et tu peux rembourser. Donc moi, c'est ce que j'aime. Investir en IMO, c'est déjà plus compliqué. Si tu investis dans une LCD qui fait beaucoup, beaucoup de cash flow, tu pourras mettre cet argent de côté et tu pourras mettre l'argent pour investir en bourse, par exemple, et éventuellement rembourser ton crédit si tu te fais gauler. Si tu le mets dans le business, c'est là où, pour moi, c'est le plus compliqué. Si tu le mets dans des OP de marchand de biens, en apport dans des OP de marchand, là, ça me va, parce que tu vas faire des allers-retours, si tu calcules bien ton coût. Si la banque te chope et te demande de rembourser, tu peux toujours négocier, tu peux toujours leur dire d'attendre, que c'est dans une OP de marchand, que tu vas le ressortir et le rembourser. Si maintenant tu le mets dans un business physique, typiquement une franchise, tu vois, pour moi, c'est pas le bon choix. Comme disait un de nos illustres présidents, Nicolas Sarkozy, c'est le projet qui fait l'argent, c'est pas l'argent qui fait le projet. Et moi, pour ces business-là, je préfère lever de la dette à la banque. Et typiquement, tu lèves une dette à la banque, tu te débrouilles pour pas être caution. Et si jamais ton business y foire, ben voilà, la banque a pris le risque avec toi. Toi, tu perdras le temps que tu as engagé, la banque perdra ses fonds et on n'en parle plus. Mais tu sais, le business, des fois, ça marche très très bien, des fois, ça marche pas du tout. Donc, si tu mets de l'argent pour investir dans ton business,
moi, c'est ce que j'aime le moins. Je préfère que tu le mettes en bourse encore, tu vois, en ETF ou dans un bien immobilier ou dans des OP de marchand, mais pas dans un business. Surtout qu'aujourd'hui, c'est plus comme à l'époque où, je sais pas, il y a 30 ans, tu aurais voulu monter une usine de ceinture. Il aurait fallu que tu loues un local, que tu achètes des machines, que tu embauches des gens et que tu dépenses des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros avant de rentrer de l'argent. Aujourd'hui, avec les business modernes, tu peux commencer à générer de l'argent sans trop investir. Je ne te parle pas de faire que de la création de contenu ou du business en ligne, mais si tu veux reprendre un business ouvrir une pizzeria, par exemple, tu vois, une chaîne de pizzeria, si tu le fais en franchise, tu peux aller voir la banque et tu peux te faire financer quasiment à 100%, tu vois, ou même au moins à 90%. Donc, utilise plutôt l'argent de la banque plutôt que ton propre argent. Ça, vraiment, en tout cas, pour moi, c'est une règle que je m'appliquerai. Et encore une fois, forme-toi, voilà, avant de faire ça. Ne fais pas n'importe quoi. Profite de cette belle réduction avec le code juillet 25 du 26 au 28 juillet pour te prendre une formation pour apprendre à investir en ETF ou Finance Business Expert. Comme ça, tu ne feras pas d'erreur. Le petit vendeur de formation au milieu. Non, mais blague à part, forme-toi en tout cas. Sois vraiment prudent. Quand je vois ce que tu as fait, c'est déjà exceptionnel. Tu peux être fier de toi. Tu as acheté 14 appartements. Mais voilà. Sache que oui, le levier, c'est la vie. C'est ce qui permet d'aller plus vite. Moi, aujourd'hui, je fais du lombard sur mon propre cash en bourse. Je me rachète des biens avec ma holding pour faire du refinancement. Je fais du levier à tous les étages. Mais j'ai vraiment conscience que je fais un château de cartes aussi. Et que voilà, je fais quand même un château de cartes collé à la superglue. Mais je suis toujours prudent dans ce que je fais. C'est quelque chose qui va me permettre d'accélérer énormément, mais je ne veux pas que ce soit à n'importe quel prix. Surtout pas au prix de mon sommeil et surtout pas au prix de tout ce que j'ai construit. Donc moi, j'ai calculé le max drawdown de mon portefeuille, comme on dit, le worst case scénario. Je suis désolé, il y a de plus en plus d'anglais, j'ai l'impression, dans Une vie de liberté, mais je lis beaucoup en anglais, j'écoute beaucoup de podcasts en anglais, parce que ils sont plus en avance que nous sur tout ce qui est finance, business et bourse. Et donc, du coup, j'ai les mots qui me viennent en anglais. Mais le max drawdown, c'est la chute maximale que peuvent faire mes investissements si ça se passe mal. Le worst case scénario, c'est le scénario dans le pire des cas. Et je regarde que ça n'entache pas et ça ne compromette pas ma liberté financière. Surtout pas, parce que c'est ce que j'ai de plus précieux. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'accumuler plus de patrimoine parce que j'y prends du plaisir, parce que ça m'amuse, parce que c'est presque comme un jeu, mais pas à n'importe quel prix, et surtout pas au prix de tout ce que j'ai construit. Je ne sacrifierai pas tout pour rien. Donc, je t'invite à faire la même chose. Fais très attention. Le levier, c'est trop bien, mais le levier maîtrisé. Et sinon, pour terminer, je pense que ton choix est bon professionnellement. Là, tu gagnes bien ta vie. Ton métier, tu nous dis que c'est pas passionnant, mais par contre, ça gagne bien. Et t'as pas voulu prendre des trucs plus rémunérés pour pas que ce soit plus aliénant et que ça t'empêche de construire ton avenir. Je pense que, contrairement au message de Christophe, je te vois plus serein et je pense que c'est un choix qui est pas mal. Quand on a un métier qui nous permet de bien gagner, qui nous fait pas horreur et qui nous laisse du temps, c'est précieux pour construire l'avenir. Donc merci à toi Rodsen pour ton message et j'espère que je t'aurai bien répondu. On prend un message de Guillaume et là une question qui m'est arrivée juste ce matin. J'avais pas prévu de la prendre celle-ci parce que je pensais enregistrer avant les événements politiques et elle est arrivée après et je pense qu'elle est importante de la lire parce que à mon avis vous êtes beaucoup à vous poser ce genre de questions. Donc, on va la prendre ensemble. Guillaume qui me dit « Bonjour Anthony, j'ai signé un bien en Île-de-France pour du LMNP. Suite aux résultats de ce soir, je m'interroge sur le timing de cet investissement. En effet, la remise en question du socle des impositions, notamment sur l'immobilier, me fait douter. On m'a souvent dit « C'est jamais le bon moment, mieux vaut agir que regarder le train passer, et je suis d'accord avec cela. En revanche, à cet instant présent, je me demande si je ne devrais pas reporter pour voir comment les choses évoluent. Je veux bien ton avis sur la question. Merci d'avance, Guillaume. » Donc merci à toi Guillaume pour cette question. Question qui est quand même courageuse parce que je vais pas répondre de façon condescendante. Je vais pas me défiler, mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question, qui peuvent avoir peur de se dire
les changements politiques, à quelle sauce on va être mangé. Donc on va répondre à cette question. Vous le savez, pour ceux qui écoutent ce podcast depuis des années, je m'appelle Une vie de liberté. C'est pas pour rien. Pour moi, la liberté, c'est une de mes notions fondamentales, une de mes vertus, peut-être même fondamentales, on peut dire. Et c'est quelque chose qui est le plus important pour moi. C'est une de mes valeurs fondamentales au sens de la PNL. Et moi, je suis plutôt pour une intervention minimale de l'État. Je suis pour la propriété individuelle. Je suis pour la liberté d'entreprendre. Pour moi, elle est là, la vraie liberté. Bien sûr que je suis aussi pour aider les plus faibles, pour aider nos anciens, par exemple, quand ils sont à la retraite, pour aider les gens qui sont en situation de handicap, que la société prenne soin d'eux. Pour moi, c'est très important. Pour aider les gens qui ont eu un accident de travail, qui ne peuvent plus travailler. Par contre, pour moi, tous ceux qui sont valides et qui sont en bonne santé, ils devraient bosser, quoi. Et donc, pour moi, c'est juste une évidence. Alors, on va me dire, oui, mais il n'y a pas de boulot. Mais forcément, en France, le travail est tellement taxé, tellement chargé, c'est tellement compliqué d'employer des salariés. Aujourd'hui, c'est fou. Moi qui ai embauché des gens pendant presque 12 ans, aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis avec Ben dans ma boîte et quasiment tout seul dans mes autres sociétés, et où je me réjouis de ne justement pas avoir de salariés. Et pourquoi j'en prends pas ? Parce que c'est un contrat qui est tellement déséquilibré, c'est quasiment un mariage, c'est extrêmement chargé. Si on ne s'entend plus avec la personne, c'est compliqué de la mettre dehors. Donc voilà pourquoi le travail il est sclérosé comme ça, c'est aussi compliqué. Et à mon sens, encore une fois, pourquoi il n'y a pas plus de création d'emplois. Et si le travail était libéré, quand je vois tous les problèmes qu'il y a à résoudre autour de nous, il y a de la place pour les entrepreneurs, il y a de la place pour le travail. Alors bien sûr, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais il y a plein d'entrepreneurs qui ne se lancent pas justement parce qu'ils ont peur, parce que tout est trop compliqué, parce qu'ils ont peur d'embaucher des gens. Si le travail était libéré, il y a bien plus d'entrepreneurs qui se lanceraient, il y a bien plus d'emplois qui seraient créés, et il y a bien plus de gens qui n'ont pas une âme d'entrepreneur, et je suis parfaitement OK avec ça, mais qui trouveraient du travail auprès d'entrepreneurs. Donc, sans faire de politique, mais quand je vois que les idées qui progressent le plus, c'est des idées qui sont assez opposées à ces idées-là, où c'est un maximum d'intervention de l'État, et à tous les étages, que ce soit les deux extrêmes des deux côtés, même les partis du centre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intervention de l'État, beaucoup d'assistanat. Donc c'est des choses dans lesquelles moi je me reconnais pas forcément. Et forcément, quand je vois ces résultats politiques-là, ça me laisse souvent perplexe. Mais pour autant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors moi, si je fais une rétrospective, je suis né sous François Mitterrand. Je suis né en décembre 1981. François Mitterrand a été élu en mai 81. Ça a duré 14 ans. Donc les 13 et demi premières années de ma vie, c'est du socialisme. Pour beaucoup de gens, quand on revient en arrière, c'était une catastrophe absolue. Moi, j'étais enfant, donc j'ai eu une enfance hyper heureuse. J'y ai pas forcément fait attention. Derrière, on a eu Chirac, qui est plutôt droite, ou je sais pas si on peut dire centre-droit, je sais pas trop. Derrière, Nicolas Sarkozy, plutôt à droite. François Hollande, plutôt à gauche. Emmanuel Macron, priori plutôt centre-droit. Voilà. Est-ce que ça m'a empêché d'investir toutes ces années ? Est-ce que ça m'a empêché d'entreprendre toutes ces années ? Si je dois être parfaitement honnête, quand j'étais entrepreneur de travaux publics, les années où on a eu Nicolas Sarkozy, qui était censé être un président plus enclin à l'entrepreneuriat que François Hollande, mes années sous Sarkozy, entrepreneur, ont été plus dures que mes années sous Hollande. Je ne l'explique pas, mais en tout cas, pour le coup, c'était le cas. Donc, on aurait pu penser tout l'inverse, et pourtant, ça n'a pas été le cas. Donc, moi, dans ce podcast, je ne fais pas de politique. Je ne vous dis pas pour qui voter, je ne vous dis même pas d'aller voter. Je vous laisse, vous êtes tous des grands garçons, des grandes filles. J'ai trouvé ça même plutôt puant pendant cette campagne. Tous les influenceurs, peu importe le bord où ils étaient, d'encourager vraiment ou pour des candidats
ou de vous bassiner pour aller faire votre devoir de citoyen, pour aller voter. C'est pas du tout mon truc. Donc je me tiens vraiment à l'écart de ça. J'ai plutôt un rôle d'observateur, j'ai l'impression. Je me tiens à l'écart. Enfin, vous êtes des grands garçons, je vous dis pas ce que vous avez à faire, vous le savez. Vous faites vous êtes absolument libre et j'ai pas cette prétention-là de vous dire allez voter pour un tel, allez voter pour un tel, allez voter tout simplement. Je me tiens vraiment à l'écart de ça. Moi, je pars du principe que aujourd'hui, je suis en France, j'investis en France, et si je décide d'investir en France, j'accepte les règles du jeu de la France. C'est pas parce que je suis né en France que j'ai des chaussures en béton. On peut voter comme on peut voter avec son caddie quand les gens vous disent il y a des McDonald's partout, c'est infernal. Il y a des gens qui vont bouffer au McDonald's. Donc c'est eux qui font la richesse de McDo et qui font qu'il y en a d'autres qui s'implantent. Donc on peut voter avec son caddie en décidant de ne plus aller au McDo. Si personne ne va au McDo, ils feront faillite en France et ils partiront. C'est aussi simple que ça. Donc comme on peut voter avec son caddie, on peut aussi voter avec ses pieds d'une certaine façon. Donc vous allez voir où je veux en venir, mais moi je pars de ce principe-là. Pour l'instant, j'aime la France, j'aime mon pays, vraiment énormément. J'aime mon coin. Je viens de la région Rhône-Alpes, je viens de la plaine du Forêt. C'est un coin que j'adore. Je trouve que c'est beau, je m'y sens bien. Donc, ce que ça me coûte d'habiter ici, de choisir d'habiter là, c'est souvent beaucoup d'impôts, beaucoup plus que dans d'autres pays. Et malgré tout, ce que je veux dire, quand je vous disais, je suis né sous Mitterrand, après j'ai connu Chirac, Sarkozy, et ainsi de suite, on a eu des présidents de gauche, on a eu des présidents de droite. Ça ne m'a pas empêché d'entreprendre, ça ne m'a pas empêché d'investir et ça ne m'a pas empêché de devenir millionnaire. J'ai réussi quand même, malgré tout. Alors bien sûr, je ne suis pas allé aussi vite que si je l'avais fait peut-être à Dubaï, mais j'ai réussi quand même. Et l'argent que ça m'a coûté m'a permis de vivre quand même dans ce cadre qui est chouette. Je ne veux pas faire du France bashing à mort et à 100% et faire que cracher sur le pays. Ça m'a quand même permis de vivre dans un endroit qui est beau, au milieu de la nature, où je me sens bien, même si, oui, ça coûte un peu cher. C'est pas parce que j'ai été d'accord jusque-là avec tout que je le serai éternellement. Pour l'instant, j'élève mes enfants aussi dans ce pays. Et un jour, elles seront grandes, et c'est la vérité d'un jour, et peut-être pas celle du lendemain. Peut-être qu'un jour, je voterai avec mes chaussures, et que je changerai de pays, que je partirai, que j'irai dans un pays avec des idées entrepreneuriales, par exemple, qui me correspondent plus. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Ce que je veux dire par là, c'est que je vis en France, je paye mes impôts en France, même si j'estime que c'est beaucoup trop. Pour l'instant, je fais avec les règles de la France. Et pour aller en direction de ta question, Guillaume, ceux qui vont aussi encore plus souffrir, ça va être toujours les salariés. Parce que les salariés, ils touchent leur salaire et ils payent leurs impôts après. C'est eux qui vont souffrir aussi beaucoup. Nous, en tant qu'entrepreneurs, bien sûr, s'il y a plus d'impôts, on va souffrir aussi. Mais la fiscalité des entreprises, elle est beaucoup moins mobile, elle est beaucoup moins souple, elle est beaucoup plus difficile à changer. Et en tant qu'entrepreneur, on peut aussi choisir de piloter notre rémunération et de moins se payer pour être moins taxé. On sera taxé sur l'entreprise, mais on ne sera pas taxé sur l'impôt sur le revenu, qui est quand même le plus taxé. Donc, encore une fois, quand on est entrepreneur, on sera un peu protégé. On sera protégé de tout ça. C'est encore une fois les salariés qui vont être punis. Donc, il faut prendre son avenir en main, il faut avancer et il faut entreprendre. Et tu vois, là, je commence à me diriger vers ta question, mais pour répondre clairement, on est 100% responsable. Et tu ne peux pas laisser qui que ce soit décider de ce que tu veux faire de ta vie. Que ce soit tes parents, ton conjoint, tes potes, ton patron ou les politiciens en place. Ils ne peuvent pas décider de ce que tu vas faire. C'est pas possible. Si tu as envie d'investir dans l'immobilier, même si c'est taxé, il faut le faire, il faut avancer. Ce sera toujours mieux que de ne rien faire. Moi, c'est ce que je me dis. Même si c'est beaucoup taxé, ce sera toujours mieux que de ne rien faire. Je ne peux pas me résoudre à me dire « Ok, c'est trop taxé, je fais rien, je vote médiocrité, tu vois. Je vote pour ma médiocrité personnelle. Ah, c'est bon, je fais rien, c'est trop taxé, je ne fais rien. » C'est pas possible. Je ne peux pas me dire qu'un homme politique va décider du sens que je veux donner à ma vie. Personne, à part moi,
ne doit décider du sens que je veux donner à ma vie. Donc moi, j'ai rien changé du tout. Je continue mes investissements comme je les continuerai. Dis-toi que là, tu es en train de faire un choix avec cet investissement pour 20 ans. Pour 20 ans. Tu vas t'endetter avec une vision à 20 ans. Là, c'est que de la petite semaine. C'est tous des politiciens, c'est des étoiles filantes, quels qu'ils soient, de quelque bord que ce soit. Il y en a qu'on voit revenir. Mais au final, même s'ils sont élus, c'est pour une vision à 5 ans. Ils n'ont pas une vision à 20 ans. Et toi, en 20 ans, tu vas en voir passer du monde. Regarde-moi, j'ai 42 ans, je suis né sous le socialisme, j'ai connu la droite, j'ai tout connu. Ça ne m'a pas empêché d'investir, ça ne m'a pas empêché de créer du patrimoine. Et malgré tout, il m'en est resté bien plus que si j'avais rien fait du tout. Donc voilà, ce que je veux te dire, c'est on est 100% responsable, on avance, on investit quand même. Donc pour répondre à ta question, je te le dis encore une fois, ce sera jamais le bon moment, jamais. Et bien sûr qu'il vaut mieux agir que de regarder le train passer. Donc pour moi, si ton invest il est rentable, achète-le, continue, avance. Tu sais même pas ce que ça va faire. Aujourd'hui, on ne sait pas si... on ne sait pas ce que ça donnera. On ne sait pas comment la France sera gouvernée. On ne sait pas dans 3 ans qui sera le prochain président. Si tu attends pour voir, la vie, elle passe. Et elle passe vite. Et tu ne peux pas décider de remettre ton destin dans les mains de personnes, que ce soit ton entourage, tes parents ou des politiciens. Donc, voilà ce que je voulais te répondre sur cette question. Je n'ai pas changé mon point de vue. Je n'ai pas changé ce que je pense. Pour moi, je continue d'investir, je continue d'avancer. Et si un jour d'aventure, la plupart du peuple français choisit d'avoir, pour le coup, par exemple, tu vois, des gens d'extrême qui nous remettent l'impôt sur la fortune, tu vois, ou se remettent à taxer énormément les ménages, ou alors carrément du communisme, tu vois, ben, j'irai voter avec mes chaussures. Pour l'instant, le contrat me convient en France, entre ce que la France m'apporte et ce qu'elle me coûte, j'accepte encore ce deal. Même si des fois, c'est pas de gaieté de cœur parce que je trouve que je paye énormément d'impôts, je l'accepte. Le jour où ce sera trop, je l'accepterai plus et je m'en irai. Je me garde toujours ce droit de m'en aller un jour. Mais d'ici là, jusqu'à la veille de prendre cette décision, je continuerai d'avancer, je continuerai de créer. Et tu vois, il y avait une phrase d'un religieux, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, si c'était Saint Augustin, qui disait même s'il ne me restait qu'un jour à vivre, je planterai quand même un pommier, tu vois, pour que ce soit pour les autres, pour les générations futures. Et imagine-toi, même si on vivait avec un régime d'extrême, que ça durait 5 ans, où on était énormément taxé, et que, je ne sais pas, au bout de 5 ans, les gens se rendaient compte que ce n'est pas ce qu'ils voulaient, et qu'ils voteraient pour un autre régime un peu plus doux et un peu moins fiscalisé, bah même si tu t'étais fait matraquer pendant 5 ans, tes investissements sont toujours là. Donc pendant 5 ans, tu feras zéro, tu feras rien, ils te prendront tout ce que tu gagnes, mais tu as planté quand même les graines. Tu as au moins amorti du capital, tu vois. Et ça poussera pour les 5 ans d'après. Donc voilà ce que je veux te dire. C'est sûr, c'est toujours un message d'espoir, moi, parce que je suis un éternel optimiste quand même, mais je refuse de me faire dicter ma vie par des politiciens, je refuse de me faire dicter ma vie par un patron, je refuse de me faire dicter ma vie par qui que ce soit. Et si j'ai envie d'acheter un bien immobilier, si j'ai envie d'avancer, alors je le ferai. Et on est très bien entouré aussi. Dis-toi que des grandes fortunes, il y en a beaucoup en France. Tout le monde ne va pas partir. Il y a des gens qui ont de très bons avocats fiscalistes. Encore une fois, il ne s'agit pas d'éluder l'impôt, mais il y a plein de techniques pour le payer le plus tard possible. Ça ne veut pas dire que tu ne le payeras pas. Ça veut dire que tu le diffères. Parfois, tu peux te payer moins. Parfois, tu peux faire du prêt lombard. Il y a plein de choses à faire. Je travaille aussi sur la question. Je vous réserve d'ailleurs une petite surprise pour la fin de l'année là-dessus, parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément en ce moment. Il y a plein de solutions. Donc voilà. Donc Guillaume, on y va. On lâche rien. On ne se laisse pas abattre. Les entrepreneurs de ce pays doivent porter fièrement leurs couleurs. On a notre mot à dire et c'est nous qui faisons aussi les entrepreneurs, la richesse de ce pays. Donc voilà, on continue d'avancer. J'espère que j'aurai répondu à ta question. On a un message de Loïc. Loïc qui nous dit « Salut mon tonton du 4-2, j'espère que tu vas bien. Je touche du doigt mon projet sur Roanne
donc Roanne c'est une ville aussi du 42, qui consiste à être pleinement propriétaire d'une parcelle où j'ai déjà une barre de garage et je suis sur le point d'acheter l'autre propriété sur la parcelle. Ce fut un long périple notarial, cadastral et aux hypothèques, un vrai cas d'école, mais la fin du tunnel est proche. L'idée est de construire un immeuble dessus en rasant l'existant. Ma question est, comment faire seul ? Sous quelle structure ? Voilà en gros. On me dit de vendre à un promoteur, mais je n'adhère pas à cette idée. Voilà, belle journée Tony. Donc merci beaucoup pour ton message Loïc. On va essayer de t'aider, puisque Loïc il est propriétaire d'un terrain, et dessus on peut faire un immeuble. On peut raser ce qui existe dessus, une petite propriété, et construire un immeuble. Donc ta question, comment faire seul ? Alors quand tu me dis seul, je ne pense pas que tu me dis seul dans la société, mais surtout sans être un promoteur. Comment démarrer de zéro ? Donc moi c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Aujourd'hui j'ai fait construire, si je ne te dis pas de bêtises, 4 maisons et 2 immeubles. Donc je commence à être rodé là-dessus. Donc la première question que je te poserais, c'est est-ce que tu fais ça pour le garder dans ton patrimoine ou est-ce que tu le fais pour le revendre ? Ça, c'est vraiment très important. Si tu le fais pour le garder, tu peux le faire en nom propre. Je te le conseille quand même pas parce que on l'a vu aujourd'hui, puis ça fait écho avec le message de Guillaume, mais il vaut mieux investir en société. La fiscalité des sociétés est bien plus gravée dans le marbre que la fiscalité du particulier qui change au rythme des gens qui nous gouvernent. Donc, je te conseillerais de le faire plutôt en SCI à l'IS, si tu veux le garder. Et si tu veux le revendre, tu peux très bien le faire en SAS. Pourquoi pas ? Sachant que tu peux faire aussi un mix des deux. Moi, c'est ce que j'ai fait sur notre dernier immeuble. Il avait 3 appartements. Je l'ai fait en SCI. Et j'ai vendu un des appartements. Ce qui est chouette, c'est que quand tu le fais comme ça, même si c'est du neuf, en SCI à l'IS, tu n'as pas de TVA. Si tu vends... faut bien le voir avec ton notaire, mais une part minoritaire du bien, là tu vois, j'ai vendu un appartement sur 3, donc c'est considéré comme de l'arbitrage de patrimoine et pas comme de la promotion immobilière au sens propre. Donc là, tu n'as pas de TVA, donc tu récupères pas la TVA sur ta construction, mais tu n'en as pas à la revente. Donc ça peut être extrêmement intéressant. Moi, ça a été une opération qui était très lucrative, c'était vraiment trop bien de le faire comme ça. Donc voilà, tu peux, si tu veux en revendre, si tu veux garder ou en revendre une toute petite partie, en SCI. Si c'est pour tout revendre, il vaut mieux le faire en SAS. C'est une société commerciale, tu pourras récupérer ta TVA et par contre, tu seras taxé en TVA totale sur la revente, donc à 20%. Si tu vends 100 000 euros, tu auras 100 000 divisé par 1,2, 16 600 euros de TVA à payer à l'État. Donc voilà. Et sinon, pour faire construire, tu as plusieurs solutions. Soit tu peux prendre un constructeur de maisons individuelles qui a l'habitude de faire des petits immeubles. Ça, c'est bien. Mais en revanche, le constructeur de maisons individuelles, il va faire sa marge. Lui, il va faire sa marge et c'est toute la marge que tu ne feras pas. Donc moi, c'est une solution que je n'ai pas choisie. Moi, à chaque fois, je prends un architecte et un maître d'œuvre. Et c'est pour moi la meilleure solution. L'archi me fait les plans et le maître d'œuvre me fait tout le suivi des travaux. Et pour moi, ça a toujours été la meilleure solution. C'est celle qui permet d'avoir le plus d'argent dans sa poche. Tu as une autre solution, c'est de prendre un archi pour te faire tes plans, si tu as plus de 150 mètres carrés, et de suivre les travaux tout seul. Je te le déconseille quand même fortement. C'est beaucoup de travail, c'est assez difficile, et disons que tout ce que tu vas payer au maître d'œuvre, bien sûr c'est de l'argent qui sort de ta poche, mais c'est tout du temps que tu récupères pour faire autre chose. Et peut-être pour faire d'autres opérations, du marchand de biens, n'importe quoi, récupérer ton temps. Donc moi, ce que je te conseillerais, c'est architecte plus maître d'œuvre, et c'est souvent le plus simple. Et puis voilà, si tu n'as pas peur de te retrouver en copro, ça peut valoir le coup de le faire en SCI, d'en vendre une petite partie. C'est un peu la technique qu'on donne dans Immo Pépite. Immo Pépite, c'est notre formation où on apprend à acheter un ensemble immobilier, à vendre tout le reste et à garder justement que la pépite et pouvoir avoir un bien avec une renta de folie par rapport au crédit, ou soit parfois un bien gratuit, plus de crédit du tout. Immo Pépite qui est soldé à moins 26%. Je crois que la formation est à 139 €, donc ça doit la laisser à peine 100 balles. Je pense que ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à aller voir ça. Et avant de se quitter, on va prendre une dernière question de Marceau. Marceau qui me dit « Hello Anthony,
tu parles souvent de personnes malsaines ou pas sympas que tu côtoyais par le passé, boulot ou autre, et de ton cercle actuel qui semble très positif. Je te confirme, il l'est. Peux-tu développer sur comment tu as fait pour changer ça et s'il y a eu des étapes clés ? Car contrairement à l'enrichissement qui est un jeu de logique, de chiffres et de motivation, les relations humaines sont plus compliquées à appréhender, je trouve. Merci et à bientôt, Marceau. C'est le Marceau de « Il fait x4 sur son salaire » que j'avais pris un de ses messages dans un de mes vlogs. Donc, déjà, merci à toi, Marceau, pour ton message. C'est très important, comment se constituer un entourage positif. J'ai vraiment fait un effort pour répondre à ta question, parce que j'ai eu l'impression que, pour moi, c'est quelque chose qui s'était fait naturellement. Avec le temps, en fait, quand tu avances dans ton patrimoine, tu changes aussi. Tu changes. C'est pas forcément l'argent qui te fait changer, mais c'est toutes les épreuves que tu traverses, toutes les difficultés que tu rencontres, tous les problèmes que tu résous. Ça fait de toi quelqu'un, pas de différent, mais quelqu'un qui te fait quand même forcément un petit peu changer. Et du coup, il y a des choses qui vont se faire naturellement. Il y a des gens qui vont sortir de ta vie naturellement. J'ai pas voulu te répondre que ça, justement. Donc, je me suis vraiment rappelé des étapes clés. J'ai vraiment fait cet effort. Et je vais te répondre plus en détail. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appris à mettre des limites. Et j'ai appris à dire non aux gens. Les gens qui me tiraient vers le bas, des gens qui abusaient de mon temps, de ma gentillesse au téléphone. J'ai appris à leur dire, écoute, j'ai pas le temps de te parler là. J'ai pas le temps pour toi. Des gens à qui je remontais le moral, qui ça durait à chaque fois 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, où j'en sortais vidé, et eux avaient pris un peu de mon énergie, et ensuite ne passaient pas, écoutaient mes bons conseils, mais ne passaient jamais à l'action. Tu vois, j'ai appris à poser mes limites, à dire non. Et ça m'a vraiment aidé. À dire non à l'autre, c'est dire oui à soi, tu vois, et à dire, mais stop, en fait, je ne t'accorderai pas plus de temps, tu vois. Donc ça, c'est la première chose. Et au bout d'un moment, les gens se lassent, en fait. Et qu'ils comprennent que quand tu leur accordes plus de temps, ils viennent plus te le prendre. Et c'est un cercle vertueux, et c'est de plus en plus facile. La deuxième chose, c'est que je ne fais plus de prosélytisme. Les premières années où j'ai découvert l'indépendance financière, j'avais l'impression d'avoir découvert le secret de la vie. J'étais tellement excité avec ça que je faisais qu'en parler autour de moi, je faisais que essayer de convaincre les gens qu'il fallait épargner 20% de son salaire, je faisais que convaincre les gens qu'il fallait à tout prix créer de la richesse, qu'on n'aurait pas de retraite. Et souvent, je me heurtais à des gens qui ne sont pas prêts à l'entendre. Et c'est pas grave, chacun avance à son rythme. Mais du coup, je me heurtais à des réactions brutales parfois. Non, c'est pas possible, tu peux pas dire ça, je suis pas d'accord avec toi, et ainsi de suite. Et parfois, ça me poussait aussi à m'ouvrir à des gens qui étaient parfois juste curieux de savoir combien je pesais, tu vois, ou des gens qui n'étaient pas forcément sains. Et donc, j'ai appris à ne plus en faire, et je ne m'ouvre plus à des gens pour qui mes compétences là-dedans n'ont pas d'intérêt, tu vois. Si quelqu'un me pose des questions, je vais le sonder un peu. Quand je vois qu'il est vraiment sincère, j'en parle avec grand plaisir. Mais si on ne me sonne pas, je ne parle pas d'indépendance financière, je ne parle pas vraiment de ce que je fais, tu vois. Et surtout, je ne vais pas chercher à avoir raison, je ne vais pas chercher à débattre, et du coup, je préserve ma jauge de vie. Si je me retrouve face à quelqu'un, tu vois, qui va être vraiment anti-entrepreneur, anti-patron, en mode taxer les riches, tu vois, et qui vraiment me rentre dedans, me dit « mais t'es un entrepreneur, t'as 10 sociétés, tu gagnes super bien ta vie, tu peux contribuer plus », je vais lui dire « écoute, c'est ton point de vue, il n'y a pas de souci, je le respecte, mais voilà, on ne sera jamais d'accord. Et c'est pas grave, je t'apprécie pour autre chose, tiens, viens, on boit un coup, tiens, serre-moi à boire, allez, viens, on va pas se battre, on boit une bière ». Si c'est en soirée, tu vois, je vais être vraiment là-dedans. Et si c'est dans un autre contexte, dans du sport, je vais dire, allez, écoute, allez, viens, on se lance un pari. Celui qui termine le haut en premier, c'est celui qui a raison. Je vais le tourner en dérision. Mais je cherche plus à avoir raison ou à débattre, à faire passer mes idées avec quelqu'un qui, de toute façon, n'est pas prêt à m'entendre, n'est pas prêt à m'écouter, n'a pas envie d'être ouvert. Ça ne sert à rien et j'ai aucun plaisir à faire ça. Et du coup, je préserve ma jauge de vie et c'est magnifique, tu vois. Je vais plus me corrompre ou me faire du mal à essayer d'expliquer à quelqu'un que j'ai raison. En fait, je m'en fous. Et ça m'a fait vraiment du bien. Et du coup,
quand ces gens-là qui ont envie d'en découdre avec toi, ils voient que ça n'a pas de prise et que tu t'en fous, en fait, ils arrêtent. Tout simplement. Ils viennent plus vers toi, ils viennent plus te prendre la tête et ils arrêtent. Et un dernier conseil que je pourrais te donner aussi, c'est que par-dessus tout, aujourd'hui, je me connais très très bien. Alors je vais m'expliquer là-dessus, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment aussi aidé à me créer un entourage. Et je pense que tu me demandais les déclics. Je crois que l'élément le plus déterminant, ça a été mon changement de travail en fait. Quand j'ai arrêté le travaux public pour me mettre à mon compte, d'abord en marchand de biens, puis me lancer sur les réseaux, en fait j'ai retrouvé de la liberté au quotidien quand j'ai arrêté ce boulot-là, puisque je me suis retrouvé du jour au lendemain à la maison. Et je voyais plus mes salariés, pour le coup, qui, pour certains, pas pour tous, hein, je sais que j'ai quelques anciens salariés qui m'écoutent sur Une vie de liberté, et je vous fais coucou les amis. Je ne parle pas de la majorité, hein, je parle d'une minorité, peut-être 5%, qui était infecte et qui était une énorme influence négative. Des gens avec un mauvais esprit, qui montent leurs collègues contre moi, contre la direction, parfois contre leurs autres collègues, qui font de la merde, et ainsi de suite. Et je pense que j'ai retrouvé une énorme liberté dans ma tête quand 5 jours par semaine, tu vois, 10 heures par jour, j'ai plus vu ces gens-là. Et ça, quand je te dis, je me connais très très bien, je savais pour moi que c'était pas un environnement dans lequel je devais rester. Et le jour où je me suis respecté et où j'ai mis fin à ça, ça a été vraiment une libération. Et de plus voir ces salariés négatifs là. Parce qu'à l'époque, ça avait beaucoup de prise sur moi. Aujourd'hui, je pense que je pourrais avoir des salariés, je pense que je pourrais refaire ce métier-là, où leurs réactions qui n'ont pas de sens n'auraient pas de prise. Parce qu'en PNL, ce que font les autres qui n'a pas de sens, ça n'a pas de prise sur toi. Ça, je ne le savais pas vraiment à l'époque, je ne le réalisais pas. Aujourd'hui, je pourrais le refaire. Mais à cette époque-là où je n'avais pas ces armes-là, ça m'a vraiment aidé de mettre cette distance. Et ensuite, c'est la PNL qui m'a aidé. Quand je dis bien me connaître, c'est ça. En faisant mon tableau des besoins, ça c'est la base de la PNL, c'est ce qu'on apprend dans la formation Vivre enfin libre, notre première formation, soldée à moins 25%. Le mec va faire sa pub tout le podcast. Hein. Non, je plaisante, mais c'est important. Si j'ai fait ces formations-là, c'est aussi pour que les gens les prennent et que ça les aide. Vous le savez, pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, je ne suis pas le plus bourrin sur le marketing. J'envoie jamais de mail, j'envoie jamais rien. Et si je ne dis pas que les formations sont là, les gens ne les prennent pas. Et à l'origine, je les ai quand même faites pour aider les gens. Donc la formation qui explique comment faire ça, le tableau des besoins, c'est Vivre enfin libre. Et justement, en faisant mon tableau des besoins, ce tableau, c'est savoir qu'est-ce qui fait du sens pour moi, de quoi j'ai besoin pour être heureux. En fait, quand j'ai rempli ça, c'est ce qui compte pour moi et ça clarifie tout le reste. Et là, justement, tu t'éloignes naturellement de tous les gens qui ne sont pas, entre guillemets, intéressants pour ta vie, qui ne sont pas intéressants pour toi. Quand je dis intéressant, c'est pas qu'ils vont t'apporter quelque chose, c'est juste déjà au moins qu'ils ne viennent pas t'enlever quelque chose, tu vois, et surtout à commencer par ton énergie. Et en fait, ça fait partie des déclics. Tu vois, quand tu me demandes les déclics, les étapes, ça a été changer de taf. Ensuite, ça a été un deuxième déclic, partir en voyage entre entrepreneurs, là où vraiment j'ai pu partager avec des gens qui me ressemblent et rencontrer des gens qui me ressemblent. J'ai eu l'impression de rencontrer quelque part une deuxième famille, tu vois, la famille des investisseurs au sens large. Ça a été mon deuxième déclic. Et le troisième déclic, ça a été la PNL, quoi, ce tableau des besoins. Et du coup, après avoir passé du temps avec une personne, j'analysais comment je me sentais, tu vois. Et je me disais, est-ce que dans ma colonne des besoins relationnels, c'est la deuxième colonne du tableau des besoins, moi j'ai avoir des relations intéressantes, des relations épanouissantes avec les gens, notamment avec ma compagne, mes enfants, mais aussi avec mon entourage. Et si après avoir passé du temps avec une personne, j'analysais comment je me sentais, je me disais, est-ce que je suis plein d'énergie? Est-ce que je rayonne? C'est ce qui m'arrive quand je passe du temps avec Ben, avec Fab, avec Yann. Là, je suis reboosté, quoi, quand je passe du temps au CrossFit. Et si parfois, après avoir passé du temps, je me sens vide et plat, comme par exemple avec certaines personnes qui me pompaient toute mon énergie au téléphone, je me posais la question, quoi. Pourquoi je continue? Pourquoi je continue si cette personne, ça fait des années qu'elle me vide de mon énergie, qu'elle fait rien? Pourquoi je continue? En fait, j'arrête. Tu vois, c'était ça les déclics. Et tu verras, en fait, finalement, en te connaissant bien, en étant toi-même, tu vas rayonner et tu vas attirer naturellement des bonnes personnes
et tu vas chasser les mauvaises personnes. Parce que les gens négatifs, et alors pour le coup, pour parler vraiment des pervers narcissiques, des mauvaises personnes, ils vont s'attaquer de préférence aux gens qui se sentent plus faibles, à ceux qui n'ont pas confiance en eux. C'est ça leur première proie. Moi, j'ai fait un podcast là-dessus, Les manipulateurs sont parmi nous, où j'avais à l'époque un maître d'œuvre qui était infect. Il savait que j'avais pas confiance en moi, il en profitait, il était pervers narcissique, je pense, vraiment un vrai manipulateur en tout cas. Et il me faisait du mal. Et aujourd'hui, en tout cas, il profitait de ma gentillesse pour avoir des prix sur les chantiers, pour avoir des équipes plus vite que les autres. Si c'est une personne que je rencontrais aujourd'hui, en fait, c'est même pas que je devrais me défendre. Elle essaierait même pas. Elle irait s'attaquer à quelqu'un de plus simple. Parce qu'elle sait que j'ai confiance en moi. Elle sait que je lui mettrais des stops de cow-boy, que je lui dirais non direct, que si jamais je la vois s'exciter ou essayer de me menacer, ça me ferait rire en fait, et que je déjouerais son jeu. Je lui dirais, mais en fait, tu joues à quoi? T'essayes de me culpabiliser? T'es sérieux? Et en fait, tu sais très bien que ça marchera jamais. Allons, et tu sais très bien que si tu me proposes ça, c'est parce que t'as pas fait ça et parce que t'étais pas compétent. En fait, aujourd'hui, j'ai réponse à tout. Je me laisserai plus jamais faire. Donc, les gens négatifs, ils viennent même plus. Ils essayent plus, tout simplement. Et du coup, t'es rayonnant et t'attires que des gens positifs. Donc, voilà un peu les étapes, Marceau. J'espère que ça t'aura aidé. Mais le secret, c'est aussi dans ce que tu peux choisir de toi-même bien t'entourer. Tu vois, moi, je sais que j'ai cette tendance à être plutôt quelqu'un d'empathique et de gentil. Du coup, je délègue ma gestion locative. Comme ça, j'ai même pas à voir les locataires. Je me préserve. En ce moment, tu vois, j'ai un locataire qui paye pas. Plutôt que d'aller le voir, plutôt que de lui faire des grands discours, plutôt que de risquer de me battre avec lui, on sait jamais, tu vois. J'ai mis un avocat sur le coup. Un avocat exceptionnel, Gérald en plus, que j'ai eu en coaching. Donc, tu vois, ça c'est un cercle vertueux. Gérald, c'est un avocat que j'ai rencontré par Cyril et Marion, deux amis entrepreneurs qui le connaissent, et ils m'ont mis en relation. J'ai aidé Gérald sur des affaires d'IMO, et il m'aide en retour sur c'est pas un procès, mais sur ce référé pour dégager ce locataire qui paye pas. Et moi, je me préserve au passage parce que je parle juste à Gérald en fait, et ça c'est magnifique, c'est magnifique. Donc, et ça vient pas entamer ma jauge de vie, ça vient pas me manger la vie, et ça me permet de me préserver et de rester dans la construction, de rester dans quelque chose de positif, d'en construire l'avenir, plutôt que de me morfondre sur ce gars qui me paye pas. La peine, elle est déjà là, le mec me paye pas, le malheur est déjà là. Je vais pas me punir une deuxième fois en m'infligeant de rencontrer, de parler à cette personne ou de traiter le dossier moi-même. Donc voilà, tu verras, j'espère que je t'ai aidé, mais au final, ça vient encore une fois avec l'entraînement, et commencer par se respecter, commencer par apprendre à dire non. Donc voilà, je pense qu'on a fait déjà un long podcast. Je vais aller prendre ma voiture pour monter à Paris, pour bientôt prendre mon avion. J'ai adoré faire ce podcast, cet Allô Tonton. C'est des épisodes que j'adore, que j'aime énormément. Encore une fois, avant de vous quitter, merci pour tous vos retours sur le podcast avec Hello. Merci infiniment pour elle. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à aller la faire travailler si vous avez de la déco à faire. Elle va concevoir encore mon nouveau décor des futurs bureaux. Mon nouveau décor de podcast des futurs bureaux, ça va être exceptionnel. J'ai adoré faire cet Allô Tonton. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. J'ai pas pu traiter toutes les questions et en fait, je suis loin de les avoir traitées. Donc, il y aura peut-être un podcast au mois d'août. Dites-moi en tout cas si vous avez envie d'avoir ce podcast. Moi, faire des Allô Tonton, c'est un plaisir. Et ça me demande aussi un peu moins de travail. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je vous rappelle que du 26 au 28 juillet, il y a moins 25% sur absolument toutes les formations en ligne qu'on a sorties. Gentleman Investisseur, Une vie de liberté, AB Investissement avec Ben, Nouveau départ. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous former cet été, prendre un peu de temps pour vous. Il y en a pour tous les goûts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis à Miami. Si vous avez envie de vous offrir un petit peu de soleil avec moi, vous pouvez aller checker ça sur mes stories Instagram. La liberté, c'est tellement beau. Profitez-en ces vacances. Quel bonheur, quelle vie incroyable. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.